Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième plénière du Salon Stratégie Client 2018. Je suis très heureux de vous retrouver. Mon nom est Thierry Spencer. Je suis auteur du blog sensduclient.com et nous allons pendant une heure ensemble parler d'un sujet qui vous concerne, qui nous concerne, qui concerne vos clients, le self-care, l'autonomie du client. Ce matin, on a déjà évoqué lors de la première plénière l'émotion dans la relation client, aussi la place de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un panel qui représente plusieurs facettes du self-care et de l'autonomie du client, aussi bien en B2C qu'en B2B, en mobilité, en avant-vente et en après-vente. On a essayé de faire le panel le plus riche possible pour échanger avec vous pendant une heure. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. Elles vont s'afficher au fur et à mesure sur une petite tablette qui est à côté de moi. Vous pouvez envoyer vos questions par SMS. Vous avez les numéros qui s'affichent de part et d'autre de cette scène. Également par un hashtag qui est GAM18, qui veut dire Grand Amphithéâtre 2018. Mais généralement, d'après ce qu'on m'a dit ce matin, les questions arrivent plus souvent par SMS. Vous pouvez aussi tweeter. Vous êtes les bienvenus avec le hashtag StratégieC pendant la durée de cette conférence. Alors, nous allons pendant une heure échanger avec Céline Forest, qui est directrice de la communication et de l'expérience client de Engie Cofeli, Béatrice Godino, qui est directrice de la marque et de l'expérience client de Webus, et Arnold Senok, qui est responsable des opérations relations clients de Home Shopping Service. Alors, comme je vous le disais, on a donc trois façons de traiter le self-care. Alors, en avant-vente avec Home Shopping Service, en mobilité avec Webus et en après-vente avec Engie Cofeli. Même si j'ai bien conscience que c'est un petit peu réducteur de vous mettre dans ces parties du parcours client. On va commencer avec vous, Céline Forest. Donc, comme je le disais, vous êtes directrice de la communication et de l'expérience client d'Engie Cofeli. Alors, j'ai deux questions pour commencer. La première, c'est sur votre parcours professionnel. D'ailleurs, j'ai noté que vous êtes passée du poste de directrice marketing client à directrice de l'expérience client il y a un petit peu plus d'un an. Est-ce que c'est un signe d'un changement ou de préoccupation grandissante de la part d'Engie Cofeli? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à la première question sur mon parcours professionnel, alors moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis chez Engie. J'ai occupé diverses fonctions dans le marketing pour ensuite me spécialiser dans l'expérience client. Et pour ma formation initiale, je suis issue d'une école de commerce et d'un MBA que j'ai fait à l'étranger, en Australie et en Chine. Et du coup, pour répondre à votre question, oui, je pense que effectivement, ça montre une ambition un peu grandissante sur ce sujet, puisque l'expérience client prend quand même en compte une dimension beaucoup plus large, qui prend en compte tout le parcours client, donc de l'avant-vente, pendant la vente, après la vente, et de tous les points de contact du client. Et surtout, ça fait aussi appel à une certaine émotion qu'on pourrait avoir avec le client. Et Engie Cofeli, donc c'est une entreprise en B2B, c'est une des entités d'Engie. On travaille dans les services à l'énergie, donc on a tout type de clients, aussi bien du tertiaire que des collectivités, que de l'habitat ou de l'industrie. Donc on touche vraiment une cible très large et notre métier, c'est les services à l'énergie. Donc on propose à nos clients des solutions innovantes qui permettent à la fois d'optimiser les consommations énergétiques, de réduire leur impact environnemental et d'assurer aussi le confort des usagers. On en reparlera après parce que notre cible, ce n'est pas seulement le B2B, mais également le B2B2C. Voilà. Merci beaucoup. J'ai presque envie de faire un sondage à main levée là, en ce début d'après-midi. Quelles sont les personnes qui dans la salle ont dans leur titre expérience client? Levez la main, ceux qui ont dans leur titre aujourd'hui. Levez un petit peu plus haut la main, pardon, qu'on voit bien. Vous voyez, on a une minorité de personnes. J'ai toujours une blague qui me vient, je pourrais dire 8,34% à peu près. Bon, au moins 10%, on va dire, dans cette salle de 250 personnes. Donc, on est vraiment dans cette tendance. Béatrice Godino, donc, vous êtes directrice de la marque et de l'expérience client Webus.
Alors vous êtes passé par le monde des agences où vous avez fait l'expérience du planning stratégique, ce qui, pour moi, se rapproche pas mal d'une vision de la gestion de l'expérience client, parce qu'on doit anticiper les attentes du client, on doit être très très sensible à un certain nombre de tendances. Mais ce que je trouve étonnant dans votre parcours, c'est le fait d'avoir un background qui est finalement en gestion des marques, et aujourd'hui avoir une nouvelle corde à votre arc, en l'occurrence l'expérience client. Alors parlez-nous de votre parcours personnel et puis de votre entreprise. Bonjour à tous. En fait, moi depuis que je travaille, c'est-à-dire depuis très peu de temps, c'est visible, j'ai toujours été animée par la culture des marques, et c'est vraiment ça qui est un driver très fort chez moi. Naturellement, je travaillais beaucoup dans la publicité et je me suis orientée sur une direction de marque et d'expérience client, parce que pour moi, la marque, c'est vraiment un sujet de comment construire et entretenir une marque auprès du client, et naturellement, c'est avant tout une question de parcours et de touchpoint. Donc c'est vraiment ça la logique de ce parcours. Toute la difficulté quand on est dans le monde du transport, parce qu'il y a des milliards de touchpoints, c'est précisément ça, c'est comment on travaille l'information, la communication et le branding dans ces points de contact clients. Donc vous m'avez piqué l'idée du sondage, hein. Je voulais faire un petit sondage avant de vous parler de Ouibus. Qui connaît Ouibus ? Ah oui, là on est voilà. À une grande majorité. Là on peut dire que c'est plutôt 90%. Et qui a déjà voyagé avec Ouibus ? Autant de personnes voilà. que celles qui ont dans leur titre expérience client. On pourrait faire un croisement de données. Donc il faut qu'on continue à faire notre travail de conviction. Ouibus, c'est une jeune aventure, puisque c'est une aventure qui a 2 ans et demi. C'est un marché qui s'est créé grâce à la loi Macron, qui a permis enfin à des bus de pouvoir circuler sur des autoroutes, parce qu'avant c'était interdit. Aujourd'hui, je vais vous donner notre activité en quelques chiffres. On a depuis 2 ans et demi plus de 8 millions de clients, de gens qui ont pris nos bus. On a 20% des gens qui nous ont dit qu'ils n'auraient pas voyagé sans nous, donc ça c'est un chiffre dont on est assez content. Que vous dire d'autre ? Qu'on a une part de marché de 46,2% et que nous sommes 3 opérateurs. Donc pour tous ceux qui sont très forts en calcul mental, je vous laisse déduire notre position sur le marché. Et le dernier point, c'est on a un score de recommandation qui s'appelle le NPS de nos clients, qui est de plus 28 en 2017. Donc c'est un score aussi dont nous sommes très contents. Merci de ce partage, parce que c'est rare que sur scène, dans une conférence plénière, eh bien, une entreprise donne son score de NPS. Ça fait toujours un benchmark. On est toujours à la recherche de ce genre de résultats. Merci pour cette introduction. Alors, Arnold Senok, vous êtes responsable des opérations relations clients chez Home Shopping Service. Alors, si on fait une présentation sous un angle personnel, ce que j'aime toujours faire en début de plénière, parce qu'on se projette souvent, si je me mets à votre place, parce que je le suis souvent, je me dis toujours d'où ils viennent, pourquoi ils sont arrivés là, etc. C'est toujours intéressant quand on imagine aussi son futur dans l'entreprise. Et vous, votre parcours, vous venez plutôt de la banque. Et peu de gens peut-être connaissent Home Shopping Service, mais davantage les marques qui y sont rattachées. Alors, bonjour à tous et à tous. Moi, je me présente, je suis Arnold Senok, je suis responsable des opérations chez Home Shopping Service. Et avant, j'ai commencé ma carrière dans les services financiers, chez CTLM pour ne pas le nommer. Et après, je suis parti au début des années 2000 dans une des premières banques en ligne qui a été créée en France, qui s'appelait The Bank. C'était une banque qui avait été créée par Bernard Arnault. Et au bout de 3 ans, le succès, on est peut-être arrivé un peu trop tôt, le succès n'étant pas là, je suis parti dans la vente à distance chez Home Shopping Service. Alors, qui connaît par contre dans la salle Home Shopping Service ? Oui, si, j'en vois. Je le connais. Donc vos partenaires, vos clients. Fait, Home Shopping Service, qu'est-ce que c'est ? Home Shopping Service, c'est toute la partie téléachat du groupe M6 Boutique. Du groupe M6, avec une émission quotidienne avec plus de 400 heures de programmation par an, des chaînes Best of Shopping, quand vous voyez Chuck Norris la nuit, si vous êtes insomniaque en train d'essayer des body trainers ou autres, c'est nous aussi qui achetons des programmes aux États-Unis et qui les revendons sur des petites chaînes où on est rétribué sur un pourcentage sur les ventes. Donc voilà, c'est 9000 heures de programmation, je crois, par an sur toute la partie Best of Shopping et 400 heures pour la partie M6 Boutique. Donc oui, c'est le téléachat. C'est le téléachat avec
Énormément de clients qui sont au niveau segmentation client. J'aime bien en parler parce que ça va un peu découler de tout ce que je vais dire après. On n'est pas chez les geeks dans le téléachat. Les clients sont des personnes qui sont un peu entre 50 et 70 ans. Donc j'essaierai de développer l'esprit self-care, mais l'esprit humain et téléphone derrière. Parce que si on part dans un self-care qui est uniquement ciblé pour des jeunes générations, moi je perds des clients. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut, pour moi c'est une chose importante, c'est le self-care adapté à la typologie et à la connaissance de ses clients. Ce qui est intéressant dans vos deux parcours, c'est que vous voyez qu'un background financier qui mène à la gestion de l'expérience client ou un background de gestion de marque qui mène aussi aujourd'hui à la gestion de l'expérience client. Voilà ce qui est aussi intéressant. Alors revenons à vous, Céline Forest, donc directrice de la communication et de l'expérience client d'Engie Coffelli. Alors vous me disiez en préparant cette table ronde que le sujet de l'expérience client, la culture multicanal entre guillemets, sont plutôt nouveaux dans le B2B, selon vous, peut-être moins évident. Alors avant d'aborder le sujet de vos objectifs, est-ce que vous pourriez nous donner les grandes masses, les grandes sources de communication avec vos clients et surtout les sujets qui sont abordés avec eux? Oui, alors déjà, c'est vrai que nous, en B2B, enfin en tout cas de ma fenêtre, j'ai l'impression que c'est quand même... culturellement, on parle beaucoup moins d'expérience client qu'en B2C. En tout cas, de part déjà par les métiers ou de par les profils qui sont dans les boîtes qui travaillent en B2B. Ça, c'est le premier point. Et on a fait un grand pas déjà chez Engie Coffelli. Pour vous dire, on parlait du NPS tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un des indicateurs qui a autant d'importance et qu'on suit autant que le ROC, par exemple. Voilà. Et ça, en un an, ça a été quand même un signe pour montrer l'importance. Le ROC le résultat opérationnel courant, donc un indicateur financier, et donc qui est aussi important que nos résultats de satisfaction client. Et ça, dans une culture en B2B, je pense que c'est important de le noter parce que je pense que c'est pas partout pareil. Donc ça, c'est le premier point. Après, effectivement, dans les canaux, on parlait de dimension multicanal. On essaye de cibler un peu tous les canaux. Pour avoir à titre d'exemple, on a à peu près 5 millions d'interventions par an qui correspond uniquement à peu près 1 million de demandes de clients. Ça veut dire que toutes les interventions qu'on fait ne sont pas systématiquement suite à une demande client. Faut savoir qu'en B2B, on n'a qu'un tiers des clients qui font part soit de leur mécontentement, soit d'une réclamation. Donc en général, on est plutôt dans la culture de je dis rien, et quand je dis quelque chose, en général, j'envoie un courrier recommandé, et là, en général, c'est trop tard. Donc les canaux, ça va être effectivement le mail, le web. On a mis en place des canaux spécifiques, mais on a encore également des courriers, le téléphone, puisque un petit peu d'ailleurs comme disait mon collègue, notre cible, elle est un petit peu différente et on s'adapte à tout type de clients. Voilà. On parlera justement effectivement des canaux qui subsistent encore. Mais l'objectif que vous assignez au self-care, c'est la fluidification des interactions avec vos clients professionnels. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout simplement on prend tout le parcours client et tous les points de contact qu'on peut avoir avec le client, de l'avant-vente à l'après-vente, et ensuite, puisqu'on est sur des contrats de durée, donc tout le long de la vie du contrat, et on essaye de fluidifier ce parcours et de faire en sorte de rendre aussi autonome un peu le client, et on verra par la suite comment on fait. D'accord. Voilà. Béatrice Godino chez Webus, alors vous êtes en charge de la marque et de l'expérience client comme vous le disiez, d'un quasi pure player, et votre positionnement vous impose d'investir, et j'aime bien cette expression, les bons montants sur les bons sujets. On pourrait presque penser que c'est une phrase d'Arnold, puisqu'il a un background de financier. Mais vous êtes évidemment très concentré sur les bons investissements, naturellement. Et vous, l'objectif de votre self-care, c'est la conversion. C'est le fait de conforter aussi l'internaute dans son choix, et sachant que vous avez quand même un profil de client qui est un peu particulier. Alors, c'est vrai que Webus, c'est une société de transport en autobus, mais c'est aussi un site de e-commerce, et c'est plus sur cet aspect-là qu'on va discuter. Alors,
Nous, on peut penser qu'on s'adresse qu'aux jeunes, mais en fait pas du tout. Ce qu'on voit dans nos profils clients, c'est qu'on fait vraiment voyager la France entière. On a vraiment une représentation très large de la France dans nos clients. Des jeunes, des moins jeunes, des gens en couple, des gens seuls, etc. Ils ont une caractéristique commune, on les appelle un peu, alors ça rejoint le monde de la finance, hein. Je précise que j'ai une formation de finance, by the way. Mais en fait, ce sont des traders c'est des traders du e-shopping. C'est-à-dire que ce sont des gens extrêmement au courant, qui sont en recherche vraiment de bons plans. Par ailleurs, le fait d'être une marque aussi low cost, ça veut dire qu'on a des clients qui sont naturellement plus participatifs, plus engagés dans leur relation avec la marque, donc plus autonomes. Et ces gens-là, ce qui compte vraiment, c'est le sujet de délivrer la bonne information au bon moment et donc du coup de trouver la bonne articulation entre des outils d'autonomie digitaux, et on en a plein et on y reviendra après, et le bout de la chaîne qui est vraiment la relation humaine. Et nous, on fait vraiment intervenir l'humain. L'humain est très important chez nous parce qu'on a beau être du low cost, on considère que c'est vraiment là-dessus qu'on crée la différence. C'est très important parce que on est souvent en face de situations difficiles et un peu critiques parce que le transport, c'est vraiment un sujet de stress pour beaucoup de gens. Donc on y reviendra après, mais voilà, en fait, on est vraiment sur cet équilibre-là qui est principalement de l'autonomie en digital pour tout ce qui est simple et dès que ça devient complexe, de prendre le relais avec de l'humain. Oui, vous avez donc cette logique qui est celle de l'e-commerce, c'est-à-dire vérifier à chaque étape que vous arrivez à augmenter le taux de conversion de vos visiteurs, qu'ils soient mobinautes ou internautes, enfin quel que soit le canal. C'est le taux de conversion, c'est clair, puisque c'est notre objectif, c'est de vendre des trajets, mais c'est aussi travailler après les outils de satisfaction. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'un client qui ne sait pas ce qu'il achète, et je pense qu'Arnold ne me contredira pas, derrière, il n'est pas content. Enfin, il faut vraiment que notre client sache ce qu'il achète. Donc, c'est à la fois de l'information et en effet, à la fois, on peut y venir maintenant, hein, des outils, mais... On l'abordera, ouais. Oui, on l'abordera dans notre thématique suivante. Je voulais juste dans ce premier échange parler des objectifs du self-care dans chacune de vos sociétés. Effectivement, on avait eu premier objectif pour Engie Cofeli, c'est la fluidification des interactions. Pour vous, c'est la conversion. Et Arnold Senok, donc chez Home Shopping Service, M6 Boutique et d'autres enseignes, y compris Chuck Norris la nuit, on l'a bien compris. Vous, votre modèle économique fait que votre self-care, il est orienté plutôt sur l'avant-vente. Et vous avez un FAQ dynamique et on pourrait dire un des plus dynamiques du monde, au moins un des plus dynamiques du salon aujourd'hui, parce que vous le remettez à jour et il vit au rythme de ce qui se passe de l'émission, ouais, et ce qui est produit. Et c'est d'ailleurs Eptica qui est aujourd'hui une des sociétés qui expose, d'ailleurs un de vos partenaires qui expose aujourd'hui sur le salon. Donc un FAQ très très dynamique. Oui, en fait, un peu, je ne sais pas dans quel secteur toute la salle travaille, mais nous, on a une émission qui génère à peu près, c'est des chiffres que je peux donner, à peu près 40 à 50% du chiffre d'affaires. Et maintenant, la partie web réalise à peu près la moitié aussi, 50% du chiffre d'affaires. Il y a encore 4-5 ans, on a été plus sur du 80-20, pour vous donner un peu l'idée de l'évolution des clients qui viennent du web par rapport aux clients qui téléphonent en regardant l'émission. 80 à l'époque, c'était pour l'émission, pour le téléphone. Et en fait, on s'est dit, voilà, le client qui n'est pas disponible entre 9h et 10h30 lors de l'émission où tous les produits sont présentés, comment faire sur le web pour relayer quasiment quotidiennement les offres promotionnelles, les démos produits et les présentations. Là-dessus, on a été accompagné. Bon, moi, je suis accompagné depuis plusieurs années par Eptica parce que dans d'autres sociétés, je travaillais aussi avec eux. Mais en gros, on a refondu tout notre site web en installant une FAQ dynamique. Avant, c'était une FAQ statique. C'est quoi une FAQ dynamique? Il y a quand même ça ne se met pas à jour tout seul, hein, il y a des gens derrière. Mais en gros, on relaye toute la présentation de l'émission, toute la programmation, toutes les vidéos produits sont remises à jour tous les jours pour donner aux clients, dans l'après-midi, par exemple, les mêmes informations qu'à un client quand il regarde l'émission. Et ça, là, on a vu notre taux de conversion augmenter de manière assez spectaculaire, je dirais, vraiment sur la dernière année, quand on a refondu le tunnel de commande en parallèle avec la création de cette FAQ dynamique.
Donc vous êtes effectivement un peu dans le stress. Alors on a le stress du trajet, de la mobilité. Vous êtes dans le stress, mais c'est le stress que vous provoquez, si je puis dire, l'immédiateté de la vente. C'est le mélange de la télé et de la vente. C'est-à-dire qu'à la télé, vous avez 1h30 pour vendre. En même temps, vous avez le web qui vous permet de vendre toute la journée. Mais comme c'est lié à une programmation super timée et à un rythme d'affichage de produits, de présentation de produits, de démo produits, il faut que le site web prenne le relais, ou bien vous êtes juste sur un site de pure player classique qui n'a pas plus d'intérêt qu'un autre, quoi, ou qui a autant d'intérêt qu'un autre. Ça dépend comment on le voit. Voilà. D'accord. Béatrice, j'ai une question pour vous qui vient d'arriver, qui est un peu hors des questions et du fil. C'était comment est-ce que vous mesurez votre NPS chez Webus ? Alors c'est une bonne question. En fait, on a vraiment un monitoring en temps réel de la satisfaction de nos clients, puisque dès qu'un client a fini de voyager, on lui envoie un mail avec un questionnaire très rapide où on lui demande de répondre à d'abord 2 questions qui sont est-ce que sur une échelle de 1 à 5 étoiles, parce qu'on s'est complètement calé sur les nouveaux usages du web d'ailleurs, combien d'étoiles vous noteriez au global votre expérience globale avec Webus? Et deuxième question, comment recommanderiez-vous Webus de noter toujours je ne vais pas rentrer dans la technique du NPS, mais de 0 à 10. De 0 à 10, avec on prend les promoteurs qui représentent le pourcentage de ceux qui ont répondu de 9 à 10, et on enlève les détracteurs, ceux qui ont répondu entre 0 et 6. Merci pour cette aide. Donc on a ces 2 questions principales, et après on pose la question au client de savoir s'il veut aller plus loin avec nous et répondre à des questions plus précises de son parcours client. Est-ce que le pré-achat lui a convenu? Est-ce que le service client, s'il est amené à le contacter avant ou après, il en a été satisfait, etc. Et aujourd'hui, on est assez content parce qu'on a plus de 55% de nos clients qui nous mettent 5 sur 5. Merci pour ces explications. J'espère que Hélène est satisfaite. On pourra calculer aussi son NPS. Alors, on va passer à la deuxième thématique. Et là, je reviens avec Céline Forest de Denji Coffelli. Je voudrais aborder maintenant les outils du self-care. Et vous avez pour ambition donc de délivrer de nouveaux services à vos clients. Et j'aimerais qu'on évoque avec vous la plateforme NJ Direct, qui est le forme de ce que vous appelez l'espace client. J'aimerais qu'on parle de ses fonctionnalités et puis le fait que cet espace client est complètement adapté à tous vos clients B2B qui sont extrêmement divers et variés. Oui, alors effectivement, NJ Direct est une plateforme un espace client en fait. Donc c'est un des outils qu'on met à disposition de nos clients. L'avantage, c'est qu'on peut le personnaliser en fonction du type de site sur lequel on intervient. Donc vous imaginez bien qu'un bâtiment tertiaire, donc là on aura des usagers, comme n'importe quelle personne qui travaille dans une tour. Avec des clients plus industriels, ce sera autre chose. Donc on le personnalise. Par contre, quand même, la clé d'entrée, la clé commune à tout ça, c'est que le client a une vision de l'ensemble de son contrat ou de ses installations, peut suivre aussi toutes ses demandes, toutes ses réclamations. Et dans le thème du self-care, ce qui est ce qu'on a aussi développé, c'est que quand on veut faire une demande d'intervention, on a mis en place des QR codes sur nos installations ou des objets connectés qui permet le client lui-même en fait va scanner et on sait qu'il faut intervenir à tel endroit sur telle pièce. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a mis. Et là vous avez un fort usage de ces QR codes parce qu'on se pose souvent la question de l'usage. J'ai pas les chiffres, c'est pas en tout cas c'est pas la majorité non, c'est pas la majorité des demandes n'interviennent pas par la majorité des QR codes. Néanmoins, on essaie de le développer de plus en plus. Ouais. Et pareil sur les typologies de clients, on parle donc, je vous ai parlé tout à l'heure du B2B2C ou du B2B2U, donc nos usagers. Donc on essaye aussi de développer des solutions pour l'usager final, donc pour nos clients finaux. Où là, on va s'allier par exemple à des startups, on va pouvoir proposer des offres de type conciergerie dans l'habitat ou pour des bailleurs sociaux, où là, on va permettre à l'habitant de pouvoir communiquer finalement avec les autres habitants et de développer des services annexes, type babysitting. Qu'on comprenne bien, donc votre client, c'est le bailleur social. Oui. Et le client de votre client, c'est bien l'habitant. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de cibler. Enfin, notre client, effectivement, c'est le client avec qui on signe, business. Mais le client final, le client de notre client,
On développe de plus en plus d'offres en fait pour eux. Voilà, puisque ça fait partie de la palette de services que vous offrez à vos clients B2B, si je puis dire, clients direct. Vous leur proposez de développer eux-mêmes des outils de self-care ou d'autonomie pour leurs propres clients. Oui, exactement. Et je vous ai apporté un exemple alors là, on est plutôt dans du bâtiment tertiaire. Un exemple d'objet connecté qu'on utilise. Alors, je sais pas si alors qu'est-ce que c'est En gros, vous êtes dans votre tour où vous travaillez, dans votre bureau, et vous voulez, par exemple, alors il y a différentes fonctionnalités qu'on adapte en fonction du client. Donc c'est encore en test sur certains. Est-ce que je peux lire sites. Est-ce que je peux le Oui, donc, un objet connecté, donc je peux voir. Ici, libre. Alors ça, c'est dans le cas des bureaux dynamiques, effectivement. Quand la place est libre, en fait, ça marche comme ça. On n'est pas sur une table. Là, je le pose sur de double-clic, c'est connecté et c'est relié à notre système d'information. Et on sait que là où je suis, la place est libre. On peut faire des demandes de nettoyage. On peut faire des demandes pour dire que notre bureau est occupé. Enfin, et vous personnalisez les fonctionnalités donc, en fonction du besoin je déclenche une action pour nettoyer mon bureau. Tout à fait. Ici, j'indique que mon bureau est libre. Oui. Ensuite, j'indique, si vous permettez, là, c'est un sujet sur le mobilier, le changement de mobilier. Moi, je vous ai apporté un exemple, mais c'est personnalisable. Ah oui, d'accord, c'est personnalisable par les sujets les plus fréquents des usagers, de vos clients. Donc, écran, occupé. Donc, on a toutes les facettes de cet objet connecté. Qui s'appelle Alors, on a été très, très original. Ça s'appelle le cube. Très bien. Et donc ça existe depuis combien de temps? Ça, c'est en test depuis cette année. D'accord. Voilà. Bon, merci de nous avoir présenté cet objet. Béatrice Godino chez Webus. Alors, on a compris, vos clients sont en situation de mobilité et vous devez les informer tout au long de leur parcours et surtout pour les rassurer d'ailleurs. Parce que souvent ils ont besoin de la photo du bus lorsque le bus appartient, vous m'aviez précisé, à une autre flotte, et pas forcément avec le logo Webus, ou alors indiquer des alertes à J-1 pour les clients, aussi des outils de géolocalisation, le suivi du bus en temps réel. Il y a vraiment un vrai besoin d'accompagnement du client et d'autonomie quand on est seul près d'une gare routière. D'ailleurs, en France, on n'est pas très bus-friendly. Tout à fait Thierry, j'ai même envie de dire. En fait, on est chez Webus dans une vraie gestion des stress points, c'est-à-dire ce qu'on regarde, c'est vraiment l'émotion du client à un instant T. Et on sait que globalement, sur quasiment tout son parcours de voyage, c'est assez stressant, puisque en fait, il se pose toujours la question, est-ce que je vais trouver mon point d'arrêt? Parce que comme vous le disiez, on est en France pas du tout sur des gares routières qui sont équipées, il y a très peu d'informations, parfois il n'y a même pas de signalétique. Et si ce n'est pas le point de départ ou le point d'arrivée final du bus, le bus il n'est pas encore passé, vous vous demandez vraiment où vous êtes parfois. Donc, c'est est-ce que je vais pouvoir rattraper mon bus à l'heure? Est-ce que mon bus, s'il est en retard et qu'il y a des bouchons, est-ce que je vais pouvoir être remboursé, etc., etc. Donc, il y a énormément de questions liées au transport. Donc, la façon dont on travaille ces stress points, c'est évidemment sur tout l'aspect e-commerce. C'est des outils hyper classiques du e-commerce comme le calendrier des prix, avec des informations précises sur les tarifs que vous achetez. Il y a de la flexibilité tarifaire pour tous les tarifs sauf la promo, ça on l'indique très clairement, parce que c'est très important pour l'après-achat. La photo du bus, comme vous le disiez, mais aussi des services disponibles à bord, puisqu'on est sur des bus avec du Wi-Fi, de la connectique, etc. Donc ça, c'est très important aussi de réassurer avant que la personne finisse son achat sur ce qu'il va acheter. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour le voyage, on a énormément d'outils. On a en effet un mail qu'on envoie la veille de chaque départ, dans lequel il y a tout le récapitulatif du prix, du tarif, etc., mais aussi des outils pour amener au point d'arrêt. C'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur un lien pour aller sur Maps, et dans le billet lui-même, on a même une carte de nos points d'arrêt. Bon, ce sont quelques exemples parmi d'autres. On envoie des SMS à nos clients si le bus a plus de 30 minutes de retard.
On fait un suivi en temps réel de nos bus sur notre site web, sur notre application et aussi à bord du bus. Parce que certaines personnes peuvent avoir quelqu'un qui les attend dans une gare routière pour savoir s'il y a des embouteillages ou pas, etc. Et puis après, en post-achat, et puis au long cours, il y a en effet les FAQ dynamiques. Donc c'est quelque chose qu'on a introduit, pas au lancement de Ouibus parce qu'on avait d'autres priorités, mais en 2016 de mémoire. Là, la personne qui s'occupe de ça dans la salle devrait me faire un pouce en l'air normalement. Voilà, c'est ça, en 2016, et on a vu que ça avait réduit de 25% nos appels clients. Donc c'est pas du tout négligeable sur un volume important. C'était justement une des questions. Hein, c'est est-ce que le self-care diminue le volume de contacts reçus au service client? C'est une des questions qui a été posée par un utilisateur par un SMS il y a quelques instants. Donc la réponse serait... Alors, sur notre domaine d'activité où on est un quasi pure player avec des gens très naturellement engagés dans la relation digitale, clairement oui. C'est-à-dire que ce travail assez pointu de gérer la bonne information au bon moment sur les parcours clients, c'est vraiment important parce que ça limite le nombre d'appels de nos clients à des situations plus urgentes. Par ailleurs, il y a évidemment tous les outils classiques. J'arrive jamais à le prononcer, mais c'est le fameux routage, c'est le SIV, SEIV, je ne sais plus jamais. Le SVI, voilà, merci. Je suis dyslexique, alors parfois c'est difficile, mais le SVI qui nous permet aussi de vraiment orienter nos clients en fonction de leurs besoins. Pour tout ce qui est information, on les renvoie sur nos FAQ dynamiques, donc avec ce fameux moteur de recherche pour poser, parce que évidemment chaque client pense que sa question est unique, donc au moins ça lui permet de la poser quelque part. Donc ça c'est un point très important. On a aussi, sur tout ce qui est situation urgente, des réponses qu'on priorise sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment on est une marque très sociale, donc on va toujours répondre à des gens en premier qui ont un problème pour trouver leur point d'arrêt ou autre, etc., etc. Donc nous, on arrive d'une certaine façon, en étant et en se remettant en question régulièrement d'ailleurs, hein, sur les sujets de parcours client, à minimiser, on va dire, le contact sur des outils qui, pour le coup, ont vraiment de l'humain derrière et donc où le temps est compté. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans nos échanges avant cette table ronde et qui pourrait intéresser beaucoup de monde ici, c'est que c'est le comportement différent des clients en fonction de leur terminal. Lorsqu'ils recherchent de l'information et même tous les outils d'autonomie en fonction de la situation. C'est ce que vous avez noté en étudiant le comportement de vos clients. Tout à fait, le comportement et le profil. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur nos FAQ dynamiques, celles qui sont sur l'ordinateur, sur desktop, la question la plus posée, c'est, je vais vous le dire, je l'ai écrite, c'est modifier son billet. Voilà, on a tellement de questions que parfois on oublie. À l'inverse, sur le mobile, les questions qui sont posées, c'est quelle est la liste de vos destinations? Parce que souvent, on sait que les gens, en pré-achat, ils consultent dans les transports ou autres, beaucoup les applications pour voir à peu près où est-ce qu'ils peuvent partir. On a aussi des outils dédiés à certaines populations. On travaille beaucoup, évidemment, avec les PSH. Donc, je pense que à peu près tout le monde autour ici sait de quoi je parle. Et pour ça, on a aussi un accueil téléphonique dédié, une personne qui prend en charge chaque demande de personnes en situation de handicap. C'était une des questions. Donc, vous avez anticipé sur cette forme de FAQ dynamique qui est les questions qui sont posées. Et notamment, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour les personnes qui sont en situation de handicap ou sourdes ou malentendantes dans le parcours client? Pour vous, pour chacun d'entre vous, si vous voulez répondre à cette question. Donc nous, on a une personne dédiée pour tout ce qui est personnes en situation de handicap, pour tout ce qui est à bord. Et puis après, notre site internet a évidemment des outils d'accessibilité pour tout ce qui est parcours d'achat. Donc ça, c'est plus pour les aspects malentendants mais malvoyants, parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'accord. Arnold Sénoc chez Home Shopping Service. Alors nous, c'est en projet. On n'a pas de solution encore actuellement pour toutes les personnes qui ont un handicap. C'est en projet. C'est assez difficile à mettre en place pour la télévision. Ça existe chez M6. Hein. Il y a des programmes en replay qui sont spécialisés là-dessus. C'est vraiment en collaboration avec la chaîne. Ça, pour nous, c'est un peu plus dur à mettre en place au niveau du téléachat parce qu'il y a la notion de produit. Et la notion
promotion de produits, voilà, il faut qu'on travaille dessus, il faut qu'on réfléchisse. Ça se fait pas tout seul. Voilà. Alors, chez vous, dans les enseignes que vous gérez, qui sont nombreuses, on est plutôt dans l'achat d'impulsion. Donc, Oui. Naturellement, les clients vous téléphonent, utilisent plutôt le téléphone comme canal de contact, aussi bien pour acheter, je dirais 50%, et par contre au niveau du service après-vente, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire que je vous ai dit à peu près 50% du chiffre d'affaires sur le web et 50% du chiffre d'affaires par téléphone. Par contre, au niveau du service client et du service après-vente, ma répartition des contacts, c'est 80% à 85% du téléphone. Je n'ai que 15% de mails, alors que ma répartition de chiffre d'affaires n'est pas du tout la même. Alors là-dessus, il a fallu qu'on trouve des outils pour essayer, de satisfaire les clients. Et on a une deuxième caractéristique, c'est que l'émission qui génère beaucoup de trafic téléphonique a lieu entre 9h et 10h. Et c'est aussi vrai sur la partie vente que sur la partie service client. Donc quelqu'un qui a acheté, il revoit l'émission 3 jours après, il dit ah bah tiens, je vais les appeler pour savoir où en est ma commande. Donc à partir de là, on s'est dit ok, le web, ça représente 15% des contacts au service client, le téléphone 85%. On va essayer de créer, entre guillemets, un semi-self-care sur notre serveur vocal interactif. Le fameux SVI dont parlait Béatrice. Exactement. Alors là-dessus, moi, sur le SVI, mon client a la possibilité, en rentrant son numéro de commande, de connaître son numéro de suivi du colis, de connaître la date d'expédition de son colis, de connaître les caractéristiques éventuelles de son produit, de connaître le fait de dire bon, ma commande est reportée parce qu'il y a une rupture temporaire sur le produit avec une date de livraison annoncée. Et ça me permet à la fois de gérer mes pics d'appel, mais ça me permet aussi de répondre à mes clients quand mon service est fermé. C'est-à-dire que ce système de SVI transactionnel comme ça permet des réponses basiques, hein, je dis bien basiques, sur une chronologie de commande avec une livraison, un numéro de suivi, quelques renseignements sur le produit quand je suis fermé. Et ça diminue de facto mon flux d'appels par rapport à une solution classique de SVI qui propose juste une mise en relation avec un téléconseiller. J'ajoute aussi que je laisse bien sûr la possibilité, si le client veut pousser plus loin la discussion, de joindre un téléconseiller en appuyant sur une touche. Il n'est pas enfermé dans ce serveur vocal où par moment, ça peut arriver sur des serveurs comme ça que le client tourne en boucle et ne sache pas en sortir. Un point très intéressant pour moi, c'est que dans cette démarche d'autonomie avec le SVI, vous avez ajouté aussi une petite touche, et la reconnaissance du client en fonction de son numéro. Alors exactement. Ça, c'est très important parce que je pense la caricature du SVI qu'on a tous en tête, c'est taper 1, taper 2, etc. Et puis le cauchemar. Vous avez réussi à réduire l'effort au tout début de la conversation. Pour une problématique relativement simple que je pense que tout le monde connaît autour de cette salle, c'est la réitération des appels. On sait très bien, là on parlait du NPS, on sait que moi si je compare mon NPS sur les premiers contacts, sur les deuxièmes contacts ou sur plus de 3 contacts, c'est pas le même NPS. Voilà. Nous on tourne autour de 20%, là aussi c'est assez public chez nous, mais quand vous prenez un NPS de quelqu'un qui a essayé d'appeler 5 fois le service client pour la même problématique, je vous assure c'est pas 20%. Donc, voilà. Vous voulez dire 20 points de NPS, beaucoup vous envient peut-être dans cette salle le 20 points de NPS. Oui, il y en a, Zappos fait 60, donc aux États-unis, donc bon, on a encore un peu de marge. Carglass, c'est 80. 80, donc voilà, il y a on a encore une grosse marge de progression. Alors pourquoi la reconnaissance du numéro de téléphone? En fait, j'ai un système de routage d'appels, c'est des routages dynamiques avec des compétences agents, et en général, je remonte jusqu'à 2 mois sur parce que non seulement je reconnais son numéro de téléphone, mais je reconnais aussi ses dernières commandes, et ça me permet, s'il a appelé 2, 3, 4 fois sur les 2 derniers mois, de le router sur une partie de mes collaborateurs qui peuvent, je dirais, gérer des cas assez compliqués. Et en ayant une latence sur les gestes commerciaux, en ayant une latence sur les procédures, qui me permet aussi de désamorcer des problématiques clients qui sont, inacceptables pour le client, et nous, si on veut progresser, inacceptables pour nous aussi.
C'est une vraie bonne idée, pleine de bon sens. Et en plus, d'un point de vue technologique, c'est relativement simple à faire. C'est relativement simple. Ça existe depuis maintenant peut-être même une quinzaine d'années. Je me souviens lorsque je travaillais chez Pizza Hut, j'étais directeur marketing de Pizza Hut et on avait mis en place ce même système, c'est-à-dire la reconnaissance du numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce qu'on voulait rediriger directement le client vers la bonne unité de livraison. Et puis j'avais ajouté à ça, j'avais connecté la base de données client, le CRM, au SVI, ce qui permettait de signaler à la personne qui décrochait dans un Pizza Hut l'appartenance à un segment du CRM. C'est-à-dire que je vous donne la petite astuce, maintenant il y a prescription. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est que quand un très bon client, un client très fidèle appelait, eh bien, il y avait une cloche, un petit ding-dong que pouvait entendre l'opérateur quand il décrochait. Donc, qui lui signalait que c'était un client très fidèle, un client très important. Donc, dans la formation qu'on faisait aux opérateurs, c'était leur dire, quand vous entendez ding-dong, attention, là, il va falloir que le service soit impeccable, que vous changiez éventuellement votre façon de vous adresser à lui, que vous lui proposiez des nouveautés, puisqu'il commande très souvent. Oui, exactement, ça marche dans les deux sens. Ça peut servir aussi bien à identifier les très très bons clients sur un premier appel en disant voilà, le client est club, il a passé 10 commandes chez nous, il faut faire attention. Et le client qui galère vraiment, qui ne trouve pas la solution à son problème, qui appelle 4 fois, qui est baladé. Et nous, notre but au service client, c'est d'éviter au maximum l'itération ou bien de la stopper quand elle a déjà commencé. Voilà. Merci beaucoup. Alors Céline Forest, on revient sur la partie de B2B chez Engie Coffelli. Alors vous favorisez l'autonomie des clients, bien sûr, mais vous dites vouloir entretenir avec vos clients une forte proximité relationnelle. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui disent que quand on compare le B2B et le B2C dans la relation client ou l'expérience client, il y a souvent de plus fortes attentes de la part des clients professionnels, parce que déjà, ils sont sous contrat, hein, donc ils sont souvent plus exigeants. Et puis, vous les impliquez dans vos décisions par le biais de plusieurs initiatives. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors effectivement, en tout cas, c'est clair qu'en B2B, on a des clients, je pense, très exigeants. Et la dimension humaine est très importante dans les relations qu'on peut entretenir avec le client. En termes d'initiative, alors déjà, de par notre ancrage territorial, on a des agences qui sont réparties sur toute la France, au plus près de nos sites et au plus près de nos clients. Donc ça, c'est important. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de co-construire en fait nos offres avec nos clients. Donc on fait par exemple des clubs clients, donc par thématique, donc soit pour co-construire d'autres offres avec eux, soit sur des thématiques un peu générales qui intéressent à la fois plusieurs clients et nous. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on fait. Et dans la dimension, toujours dans cette dimension humaine, ce qu'on a mis en place pour nos techniciens. Donc, il faut savoir qu'on a des techniciens qui sont à la fois sur site et également des techniciens en itinérance. Donc, on a deux types de techniciens. Et en fait, on a mis en place, alors, ce qu'on appelle, mais je pense que c'est un peu ce que vous évoquiez en B2C, la barométrie à chaud. Donc, nous, suite à une intervention, donc, où effectivement, le technicien, il a sa tablette avec les petits smileys, l'échelle de 0 à 5, êtes-vous satisfait ? Et finalement, ce n'est pas la note qui nous intéresse. Alors même si derrière, on calcule notre NPS, mais pas là-dessus. On a d'autres types de barométries qui permettent de nous calculer les indices de satisfaction. En fait, ce qui nous intéresse dans cette méthode, c'est qu'on implique le technicien dans la relation client. Et du coup, finalement, je vais dire même, et peu importe si c'est lui qui remplit lui-même la satisfaction, en tout cas, il a un échange avec le client une fois l'intervention. Ça permet de le sensibiliser et ensuite d'embarquer ses résultats avec ses équipes, avec son manager, d'en parler. Et en fait, on s'est aperçu depuis qu'on a mis ça en place, on a vu les comportements progresser et on a vu que culturellement, en tout cas, on embarquait les équipes sur ce sujet de la relation client. C'est un bon sujet un peu périphérique de celui du self-care, bien sûr, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas la seule à vous intéresser à ce sujet, c'est-à-dire de sortir de l'espèce de tyrannie de la note, de la tyrannie du baromètre ou des étoiles, et plutôt favoriser les échanges en face à face, aller collecter du feedback directement. Et c'est vrai que dans le B2B, c'est plutôt rare. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore régies par cette espèce de tyrannie, effectivement,
de la note du baromètre et même de la rémunération variable qui est indexée sur des scores de satisfaction. Donc vous êtes plutôt dans favoriser cet échange et l'apprentissage du surtout qu'on est dans le service, en fait, on est en B2B, mais dans des métiers de service. Donc oui, bien sûr, c'est primordial. Et la relation humaine est plus qu'importante dans les services. Et justement, dans on en parlera peut-être tout à l'heure en guise de conclusion, parce que je vois que le temps tourne, mais on est dans les temps, tout va bien. Votre point de vue sur l'équilibre entre humain et digital, parce qu'en fait, vous mettez en place, je vois que vous nous avez montré tout à l'heure votre objet connecté, et quel bon dosage pour vous entre l'humain et le digital, puisqu'on parle de self-care. Ce matin, on a abordé l'intelligence artificielle. Cet après-midi, on parlera des chatbots. Donc, quel bon dosage vous faites dans votre secteur? Alors, à mon sens, il ne faut pas les opposer. C'est complémentaire. La partie, il ne faut pas non plus mettre de côté la dimension humaine. Ça j'en suis intimement persuadée. Et je crois même d'ailleurs qu'on va de plus en plus revenir à une partie plus humaine et beaucoup moins digitalisée. Bon, ça, c'était un point de vue plus personnel. Donc on essaye de doser. En fait, l'avantage du digital, c'est que ça nous permet de traiter des tâches entre guillemets à faible valeur ajoutée et de se concentrer sur une partie beaucoup plus quali dans nos relations avec les clients. Voilà, je parle pour la partie B2B en tout cas. Béatrice Godino, je lis ce qu'il y a sur votre t-shirt. C'est vous qui avez commencé avec le Tout à fait Thierry. Donc revenons à On the Road Again. C'est ce qu'il y a sur votre sweatshirt, qui est un sweatshirt Weebus, j'imagine, ultra corporate. Et donc, on vient de parler à l'instant donc de la collaboration avec le client. C'est aussi votre cas, et dans une logique qui est celle de l'optimisation et de la collecte des feedbacks des clients. Tout à fait. Chez nous, la voix client est extrêmement importante. On est vraiment dans une culture où, alors pour le coup, on a des objectifs sur des scores de NPS, mais avec des fourchettes pour que tout soit atteignable aussi. On a des écoutes clients qu'on fait très régulièrement dans notre centre d'appel, et toutes les équipes y passent, qu'elles le veuillent ou non d'ailleurs. Enfin, on les force pas, mais globalement, on leur demande vivement d'y aller parce que c'est hyper instructif en fait de faire des écoutes clients. Et puis, on est dans un feedback permanent de nos clients. On a quand même en 2017 180 000 répondants, donc c'est une énorme base de travail. On a d'autres types d'outils qu'on suit de très très près, comme le taux de réclamation qui est inférieur à 1%. Qui est aussi très important parce que c'est un indicateur de satisfaction. La polarité sur les réseaux sociaux, on n'a que 7% de négatifs, ça veut dire qu'on a 93% de mentions positives ou neutres, ce qui est... et on tient dans la durée, donc c'est aussi un chiffre dont on est content parce qu'on pense vraiment que personne n'est parfait, mais qu'en revanche, il n'y a rien de pire que de ne pas avoir une réponse. Et là, je souscris complètement à ce qu'a dit Céline. C'est que quand on est dans une situation stressante, on a besoin d'une réponse, même si parfois ça prend un peu de temps, c'est toujours mieux qu'un bot, par exemple. Donc je suis aussi d'accord avec le fait que l'humain, c'est très important dans le service. Voilà ce que je peux dire à peu près dans les grandes lignes. Et je sais que donc vous êtes très attaché, même dans votre titre, hein, je disais que vous étiez directrice de la marque et de l'expérience client. Donc fatalement, quand Engie Cofili parle de proximité relationnelle, vous êtes attaché à ce que vous appelez, et j'aime beaucoup cette expression, à la bienveillance et à la facétie. Alors à quoi ça correspond ce positionnement? Je l'ai un peu compris déjà par votre sweatshirt bien sûr, mais je l'ai compris aussi dans vos espaces de self-care pour le client, parce qu'il y a aussi une façon de s'adresser au client qui est complètement différente, avec un petit peu plus de connivence, c'est ça? Tout à fait. Alors, je voudrais clairement, la bienveillance et la facétie, c'est notre colonne vertébrale pour toutes nos actions. Sur la bienveillance, c'est avant toute chose le respect de la personne. On a beau être une marque jeune, c'est pas pour ça qu'on va commencer à tutoyer le client. C'est un point vraiment important. On est dans un grand respect du client, on le vous voit. On est aussi parfois obligé de faire appel au respect de la personne sur les réseaux sociaux. Bon, évidemment, quand c'est trop insultant, on ne répond plus. Mais je veux dire, on leur demande aussi parfois de se tenir. Et puis la bienveillance, c'est aussi de donner vraiment, pour le coup, en self-care, pour tout ce qui est pour le coup plus humain, de donner vraiment des délais de réponse. Par exemple, on s'engage à tout ce qui est réclamation à répondre sur 5 jours ouvrés.
Voilà, c'est des exemples où on donne des délais, etc. Et la facétie, c'est l'autre volet extrêmement important de l'entreprise. C'est vraiment un driver pour tous les salariés. Là, bon, c'est énormément de choses, mais c'est en effet se dire qu'une personne qui vous a fait sourire dans sa journée, on s'en souvient un peu mieux qu'une personne qui ne vous a pas beaucoup provoqué d'émotions. Donc c'est d'essayer de faire sourire les clients à des endroits où c'est acceptable de le faire sourire. Ça veut dire mettre des blagues à certains moments, par exemple, où le client n'est pas au bon endroit, on peut glisser une petite blague. C'est sur les réseaux sociaux où, par exemple, on leur demande de mixer un nom de rappeur avec un nom de fromage pour gagner un voyage dans le pays des 1000 fromages. C'est en effet des sweatshirts. C'est le jour de la Saint-Valentin, mettre le logo Webus à la place, mettre bisous parce que c'est presque un anagramme de Webus, etc., etc. En fait, c'est des petites touches d'attention et de style qui sont extrêmement marquants de ce qu'est la marque depuis 2 ans et demi. Et on pense qu'à terme, c'est vraiment... Enfin, déjà, on le voit, parce qu'il y a beaucoup de clients attachés à Webus. On a des messages d'amour, parfois, sur les réseaux sociaux. On sent que c'est aussi ce qui crée la différence parce que ça incarne la marque. Et c'est aussi le reflet de nos capitaines, qui sont donc plus que des chauffeurs, qui sont vraiment des gens qui sont aussi formés au contact client. Et ces capitaines-là, parfois, ils se permettent aussi de faire des blagues. À bord des bus, on a des consignes de sécurité parfaitement décalées. Donc, je vous engage tous à faire un voyage avec Webus pour les voir. Voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose de très structurant dans notre tone of voice. Alors évidemment, pour finir, au niveau réclamation, on se permet peut-être un peu moins de blagues, mais si ça s'est bien passé, on peut terminer par une petite phrase qu'on aime bien aussi chez Webus, qui est au cul de nos bus, qui est « à plus dans Webus ». Merci, c'est vrai que c'est une façon de réduire le stress, c'est cette forme de connivence et de facétie. Et à propos de réclamation, c'est un vrai débat parce que je me souviens, il y a quelques années, ma fille cadette était abonnée à Virgin Mobile. Et c'est moi qui ai appelé le service client. Et avant même de commencer la conversation, l'opérateur me dit « Est-ce que je peux vous appeler par votre prénom ?» Alors que j'étais vraiment très très énervé. On avait un problème avec cet opérateur. Et je réponds oui ». Et la personne me dit « Bon alors Thierry, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et tout à coup, c'était vraiment différent. Et le fait est qu'à propos de tutoiement aussi, c'est une vraie bonne question que se posent beaucoup d'entreprises par rapport à leur positionnement. Et vous noterez qu'il y a eu en France un changement dans les 2 dernières années, par exemple chez Starbucks. Starbucks tutoie ses clients. Je le sais pour analyser leur email et leur communication, notamment dans le billet que je fais chaque année sur tous les messages d'anniversaire qui me sont envoyés en tant que client. Et donc, je vois que Starbucks tutoie ses clients. Revenons à ce stress et à la façon de le réduire. Et vous avez dit effectivement que vos clients sont dans des situations d'urgence, qui sont parfois connectés ou pas. Et comment est-ce que vous arrivez à mêler justement l'humain et le digital dans ces moments? Quelle est pour vous, un peu la même question que je posais à Céline, le bon dosage entre humain et digital? J'ai compris que le bot, c'était pas trop pour vous. En fait, c'est exactement la même chose on croit en la même chose que ce que disait Céline, c'est-à-dire que c'est vraiment de la complémentarité, c'est d'arriver à identifier les clients qui sont dans une situation d'urgence et de stress pour pouvoir leur apporter une réponse. Donc forcément, comme on est un quasi pure player, on a des clients très autonomes. Enfin, je réinsiste souvent sur ce point-là. Parfois, ils n'ont même pas envie d'avoir un humain au bout du fil, etc. Donc on essaye de leur donner le maximum d'outils à différents endroits du parcours client, mais avec des redondances aussi, obligatoirement. Par exemple, tout ce qui est géolocalisation des points d'arrêt, il y a plusieurs endroits où on en parle pour être sûr que les gens le trouvent. Et puis après, c'est de travailler au long cours, de bien vérifier notre taux de contact par téléphone qui est inférieur à 4%, de vérifier que cette qualité de service, elle reste à tel niveau et que du coup on ne dépasse pas, etc. Et d'essayer de moduler un petit peu la relation client, notamment téléphonique. Je pense notamment à des périodes de pointe que sont les vacances ou des jours, des vendredis soirs très chargés. Notre service client, il ouvre après 8 heures, par exemple. Donc, c'est vraiment aussi de travailler sur des horaires d'ouverture adaptés à notre activité. Très bien. Merci. Arnold Sénoc chez Home Shopping Service. Donc, Béatrice Godino, elle donne la prime à l'humain dans les situations d'urgence, c'est ce qu'on a compris. Et chez vous, l'humain prime plutôt lorsqu'on aborde des sujets un peu plus délicats.
Oui, en gros, déjà par l'appétence de mes clients sur le tout digital, c'est pas tout à fait leur nature. Et je dirais que moi, c'est plus eux qui me diront jusqu'où je dois aller dans la partie self-care digitale. Pour l'instant, ils sont pas prêts, ils nous le disent dans les enquêtes qu'on fait. Et pour moi, je pense qu'une réclamation, vu le type de ma clientèle, se gère principalement au téléphone et j'ai des meilleurs taux de succès sur l'itération en prenant mes clients au téléphone, en passant le temps. Je suis pas quelqu'un qui est très attentif à la durée de communication avec le client. Si on doit rester 10 minutes avec le client, on restera 10 minutes avec le client. C'est des choses que je suis. Économiquement parlant, je les suis, mais c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que je vais dire un appel est bien traité ou pas. On peut rester un quart d'heure ou une demi-heure avec un client au téléphone, du moment que quand le client raccroche, il soit satisfait et il recommande dans les mois qui suivent. Et je dirais, voilà, c'est ça. Je pense que l'humain est important. Moi, j'ai en gros sur le téléachat une vingtaine de produits qui font quasiment 80% du chiffre d'affaires. Toutes mes collaborateurs et collaboratrices les connaissent, les utilisent. C'est les ambassadeurs des produits. Ça, c'est super important aussi. Parce que pour expliquer que ce soit du robot ménager, de la cosméto ou autre, il faut être, je dirais, utilisateur pour pouvoir l'expliquer aux clients et pour pouvoir lui donner des conseils d'utilisation et les faire fonctionner. Moi, j'ai des collaboratrices qui cuisinent, qui font des recettes et qui donnent des nouvelles recettes aux clients. Et ça marque vraiment les clients. C'est un vrai plus, la relation au téléphone. Et je la défends en tout cas. Je la défends. C'est vrai qu'il y a cette proximité dont parle par exemple Blablacar. Une des grandes valeurs de Blablacar, c'est de demander aussi et d'indiquer aussi dans les attitudes, si je puis dire, des collaborateurs, d'être eux-mêmes des utilisateurs. Pour moi, c'est une des clés du succès. On n'est pas un vrai pure player. On n'a pas 6 000 ou 8 000 ou 10 000 ou 15 000 références. Il y en a 1 000 chez nous, dont 20 qui tirent une grosse partie du chiffre d'affaires et avec des nouveautés récurrentes parce que les cycles de vie du produit avec l'arrivée d'Amazon et autres font que le cycle de vie d'un produit du téléachat qui pouvait rester 2 ans en exclusivité maintenant est plus proche de 6 mois. Donc on est obligé de se renouveler de plus en plus, d'aller chercher des produits, des nouveaux produits tout le temps, qui n'existent pas ailleurs, qui ne sont pas encore distribués ailleurs. Et pour ça, comme c'est des produits nouveaux, comme c'est des produits que les gens ne peuvent pas encore utiliser chez eux, aller au supermarché, le tester en magasin, nous, on est obligé d'avoir cette relation téléphonique forte sur l'utilisation et l'explication des produits qu'on a. J'avais noté un point intéressant dans notre conversation avant cette table ronde. Il nous reste quelques minutes à peine. C'était la différence entre la France et la Belgique. Vous aviez noté des choses intéressantes dans le comportement entre les Français et les Belges. J'aimerais bien qu'on torde un peu peut-être le coup à un certain nombre de préjugés là-dessus. Alors, je vais faire assez court. En fait, comme M6 appartient au groupe Bertelsmann et que Bertelsmann, c'est aussi RTL Télévision en Belgique, effectivement, Home Shopping Service diffuse également en Belgique sur RTL. Ils ont une émission et moi, je suis aussi responsable des équipes belges qui travaillent là-bas à Charleroi. Et en gros, ce que je peux vous dire, alors, sur ce type d'activité, sur mon activité de téléachat, c'est que globalement, ça vous fait rire ou ça vous fait pas rire, mais un client belge est beaucoup plus compréhensif qu'un client français. Voilà, je vous le dis, c'est du vécu. Une note de satisfaction qui est quasiment d'1,5 point supérieure sur un service client belge et français pour un niveau de formation équivalent et des téléopérateurs qui ont quasiment les mêmes niveaux de formation. Mais je dirais, il est plus compréhensif, il se contente plus vite de l'explication qui lui est donnée. Ça, c'est pas pareil. Alors que les process, hormis peut-être les moyens de paiement, les produits sont les mêmes, les process sont les mêmes, la livraison est la même. Voilà, donc un Français plus râleur, un Français plus défiant. Là, vous nous en apportez un peu la preuve. Oui. Et plus défiant et qui veut toujours plus. Mais bon, c'est comme ça. Nous, on traite les clients français en France. Et mes équipes belges traitent par moment du client français. Et elles me disent même, c'est vraiment pas pareil, quoi. C'est vraiment pas pareil, puisque je peux faire déborder du flux français en Belgique. C'est un peu plus compliqué. Béatrice, vous notez aussi des différences dans des nationalités de clients ou dites-nous, hein, on est un peu hors du cadre en guise de conclusion. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la facétie, c'est important, l'humour, c'est important. C'est parce que les Français, on sait très bien qu'une façon de les détendre, c'est aussi ça, c'est aussi la connivence.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça rebondit un peu sur ce que disait Arnold, c'est que même pour des trajets à 9 €, 14 €, etc., un client, il est ultra exigeant. Et que ça, c'est vraiment une caractéristique du monde actuel. C'est que peu importe le prix, aujourd'hui, on doit quand même avoir une qualité derrière. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment vrai en France en plus. Merci beaucoup Céline Forest. Peut-être le mot de la fin, un conseil pour tous ceux. Et je sais que vous êtes toujours très intéressés d'avoir un éclairage B2C mais aussi B2B. Quel serait pour vous le bon conseil sur la mise en place d'un self-care un peu abouti dans l'entreprise, ou votre intime conviction là-dessus? Vous avez déjà dit tout à l'heure que c'était un bon équilibre entre humain et digital, bien sûr. Alors déjà, je suis ravie de pouvoir parler d'expérience client en B2B parce que c'est plutôt rare et on voit souvent dans des salons ou des conférences, c'est plutôt le B2C qui est mis à l'honneur sur ces sujets. Donc je trouve que c'est un grand pas pour ceux qui travaillent en B2B. Et dans les conseils, ce serait de s'inspirer. Moi, je me suis beaucoup inspirée lorsque j'ai créé la direction de l'expérience client de ce qui se faisait en B2C, en le dosant, encore une fois, en l'appliquant à nos métiers, en l'appliquant à nos clients et en gardant, comme je disais tout à l'heure, l'équilibre avec la partie interaction humaine, en fait, qui reste quand même primordiale. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est ici pour s'inspirer. Et tout à l'heure, on parlera des chatbots dans notre 3e plénière. C'est le moment d'applaudir nos 3 invités du jour. Merci. À très bientôt pour la prochaine plénière. Merci à vous.